devait quand même respecter le couvre-feu et puis respecter aussi toutes les fenêtres vraiment camouflées, tout ça. Fallait pas qu'il paraisse aucune lumière de l'extérieur. Et pas de radio, rien, pas de journaux, on était vraiment en dehors de tout, quoi. À portée de canon, à portée de fusil, à portée de mitrailleuse, d'un moment à l'autre. 120 000 personnes civiles étaient retenues prisonnières, otages, dans une zone vaste quand même, par 30 000 soldats allemands qui n'avaient a priori aucune chance de pouvoir en sortir un jour. Les Alliés, lorsqu'ils chercheront à débarquer, vont s'apercevoir à l'étude du mur de l'Atlantique que des grandes forteresses comme celle de Saint-Nazaire sont inattaquables. Ils se disent c'est trop tard, c'est trop fortifié, la densité de canons et de bunkers est trop importante, il nous faut choisir autre chose. Et donc par élimination, ils vont aller en Normandie parce que là le mur de l'Atlantique est le plus faible. Nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944, nuit historique. Les Anglo-Américains débarquent sur le sol de Normandie. Dans la nuit, des milliers de tonnes d'acier s'abattent sur les navires où pilonnent les défenses allemandes. Durant les premiers jours, plus de 50 navires de transport et des navires spéciaux devaient être envoyés par le fond. De Saint-Nazaire, on entendait le bruit des combats. De Normandie, c'était très sourd, mais c'était perceptible. Donc ça montre un petit peu l'intensité des combats. On entendait un bruit de fond. C'était un roulement. Enfin, de toute manière, oui, on était au courant de ce qui se passait, quoi. Puis là, il y avait la radio anglaise également. Oh ben, tout le monde était euphorique, hein. Ça y est, c'est formidable. Et puis, tout le monde s'est figuré que 2 jours après, la guerre allait finir, hein. Mais après, il faudra aux Américains 2 mois pour arriver des plages jusqu'à Avranches. Et le 1er août, c'est la percée d'Avranches. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. En 3 jours, Rennes est libérée le 4 août. Les Américains filent aussi vers Nantes le 12 août. Mais ils sont stoppés devant Lorient et Saint-Nazaire, qui ne sont pas attaqués. Évidemment, les ports qui contiennent aussi des bases sous-marines, comme Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle ou Bordeaux, sont des ports plus importants pour les Allemands et qui se disent on pourra réutiliser éventuellement ces bases pour continuer la bataille de l'Atlantique. C'est la raison pour laquelle les Allemands se fixent dans ces ports et se font volontairement encercler. Et donc Saint-Nazaire fait partie de ces ports à défendre à tout prix. Ces troupes allemandes vont se réfugier vers la forteresse Saint-Nazaire, poursuivies donc par les chars américains, qui arrivent à 40 km de Nantes et au temps de Saint-Nazaire. Il y a des combats assez féroces avec les Américains devant le pont de la Roche-Bernard. Les Américains perdent plusieurs Sherman. Ils essayent aussi de passer par le canal de Nantes à Brest, mais les Allemands sont en train de faire sauter les ponts. En fait, ils sont en train de former la forteresse. On les a vus le jour où ils sont venus faire sauter les ponts. Enfin, ils en ont fait sauter 3 à suivre, là on entendait bien, puisqu'ils ont fait sauter le pont de Saint-Clair et à Notre-Dame, il y en avait 2. Et le 15 août, le pont de la Roche-Bernard, qui était le dernier voie de passage vers le nord, saute. C'est un éclair qui atteint les explosifs et qui détruit le pont. On considère cette date du 15 août comme la date officielle du commencement de la poche de Saint-Nazaire. Il y avait encore des soldats qui étaient de l'autre côté de la rivière, hein, quand la poche qui était faite, et ils ne pouvaient pas traverser parce qu'il y avait l'orage qui avait fait sauter le pont. Ils étaient obligés de revenir à la nage.
Les jours d'après, on est venu sur la route de Redon là, pour voir les Américains, pour les voir, mais on ne les a pas vus, évidemment. Alors on est passé en bateau, puisqu'il n'y avait plus de pont. Et quand on est rentré à Notre-Dame, il y avait un puits sur la place. Et alors, il y avait toute une troupe déguenillée, il faut dire le mot. Enfin, bref, c'était la déroute, quoi. Et ils étaient autour du puits, en train de regarder l'eau. Et je me souviens que les hommes disaient « Ah, on va pas leur donner à boire, on va pas leur donner de seau. » Pourtant, ils en avaient aussi assez. Hein. Ça faisait 5 ans, 6 ans qu'ils étaient en guerre. Hein. Alors, c'était pas la jeunesse... gaie et hitlérienne, quoi, comme les premiers qui étaient beaucoup plus fiers, beaucoup plus altiers que les derniers. La débâcle totale, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, on était persuadés que les soldats américains arrivaient dans notre commune et dans la région. Alors c'était le grand espoir, les jeunes plus âgés que moi et les habitants avaient sorti des drapeaux préparés à accueillir triomphalement les soldats américains. Et puis, rien. L'état-major allemand a clairement dit que si les Américains avaient franchi le canal Nantes-Brest ou même le secteur de Bouvron-Blain, etc., dans les premières heures de août 44, ils étaient en pleine désorganisation. À ce moment-là, ils auraient peut-être pu emporter la mise. Et puis tout d'un coup, on a revu les soldats allemands revenir sur Bouvron. Ils se sont positionnés à nouveau, surtout au carrefour, le long des routes. Ils ont installé des nids de mitrailleuses, des canons. Et là, on s'est dit, voilà, c'est la guerre qui arrive chez nous. Les Allemands avaient ordre au départ de venir derrière la ligne de fortification terrestre autour de Saint-Nazaire, qu'ils ont construite depuis 1942. Ce sont des centaines de blocos orientés vers l'arrière. Mais comme ils s'aperçoivent que les Américains ne cherchent pas à venir vraiment vers Saint-Nazaire, ils vont gagner du terrain et se mettre en fait sur la Vilaine, le canal, et puis bien sur les hauteurs de Savenay. Ça leur donne une vue en fait sur toute la plaine jusqu'à Nantes. Et ils vont créer une deuxième ligne de défense de la forteresse, mais cette fois-ci au sud de l'estuaire de la Loire. Et donc se crée ce qu'on va appeler plus tard une poche sud de Saint-Nazaire. Sans ce parapet militaire au sud de l'estuaire, la défense de la poche serait devenue beaucoup plus problématique. Donc une zone de défense située à la fois au nord et au sud de l'estuaire de la Loire, quasi circulaire, 25 km de rayon, 1800 km², et à l'intérieur d'une ligne continue d'environ 100 km, qui part de l'embouchure de la Vilaine, suivant la Vilaine, et puis ensuite Isaac, le canal de Nantes-Brest, coupant vers Cordemais, et au sud, partant de Pornic, dans un premier temps, avec Saint-Père-en-Retz comme pivot, et aboutissant à Paimboeuf. Toute l'administration militaire de la poche se trouve dans la poche nord, dans la partie nord de la poche. C'est-à-dire essentiellement à La Baule et à Pontchâteau, où est repliée la sous-préfecture de Saint-Nazaire. Il n'y a plus personne à Saint-Nazaire, il n'y a plus que 100 personnes à peu près au niveau civil. Donc il y a de nombreux services de l'État qui ont été repliés à La Baule. Les gens sont tout à fait à l'abri des bombardements, par exemple, qu'il peut y avoir par l'artillerie alliée. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui se retrouvent, bien malheureusement pour eux, sur le secteur de Bouvron, de Garouette, puisque ces communes en limite de la poche vont recevoir entre 25 et 30 000 obus pendant le siège. Il a fallu que certains déménagent, soient à l'intérieur de la poche. Ceux qui rentraient à l'intérieur de la poche avaient droit à emmener tout leur matériel, le meuble et tout, quoi. Tandis que ceux qui partaient dans le secteur libéré, ils avaient droit juste à un véhicule, quoi. Une charrette, entre autres, avec tout ce qu'ils pouvaient mettre dedans, et c'était tout. Le reste appartenait aux Allemands. Ces gens-là vont perdre tout, c'est-à-dire leurs troupeaux sont dispersés, volés par les Allemands, leur matériel agricole va servir à faire des barrages sur les routes, les charpentes de leurs maisons vont être utilisées pour renforcer les abris des soldats ou pour faire du feu, pour faire la cuisine tout simplement. Tout va être laissé à l'abandon, ils vont retrouver des fermes en ruine.
Là, c'était vraiment oui, le no man's land quoi, entre les deux. Là. Sur le plan de la guerre, de la poche de Saint-Nazaire, on ne comprend pas forcément quelle était son utilité. Et pourtant, il y a 120 000 personnes, c'est-à-dire une population considérable, qui va rester bloquée pendant 9 mois. Le général de Gaulle considérait ce que nous on appelle les poches de l'Atlantique, ce que les Allemands appelaient les forteresses. Lui, il appelait ça les verrues. Il faut comprendre la blessure symbolique pour de Gaulle, parce qu'il voit des drapeaux à croix gammée dans tous les grands ports français de l'Atlantique. Donc ça, il le supporte mal. Et ses soldats aussi, d'une certaine façon. Les soldats souhaitent capturer les poches à la régulière. Il s'agit de faire une véritable bataille, de la gagner et de montrer ce dont on est capable. Dans la poche de Saint-Nazaire, la forteresse de Saint-Nazaire, comme l'appellent les Allemands eux-mêmes, il y a à peu près 28 000 soldats. On va retrouver bien sûr des soldats qui étaient ici, qui étaient en poste, qui étaient dans les bunkers, qui étaient sur le port de Saint-Nazaire, une partie de certains sous-mariniers, dont le sous-marin est en cale sèche ou a été détruit et qu'on va transformer en soldats terrestres. Et on va aussi retrouver un petit peu de tout. Il y a des gars, toute la garnison de Rennes qui arrive à pied. Rennes, c'est 3500 soldats allemands. Ils ont quitté Rennes dans la nuit du 3 au 4 août 1944, face à l'arrivée des Américains. Ils ont détruit tout ce qu'ils pouvaient détruire sur place parce qu'ils ne pouvaient pas emporter et sont partis à pied de Rennes et sont descendus jusqu'ici à Saint-Nazaire. On a des unités qui ont combattu sur le front de l'Est, qui sont assez bien formées. Et au niveau de l'armée de l'air, des parachutistes qui étaient en formation au centre-Bretagne, qui sont là un petit peu les troupes de choc pour les Allemands, qui sont mis là où les Américains pourraient déboucher avec des chars, c'est-à-dire dans le secteur de Savenay, Cordemais, etc. Les Allemands disposent aussi d'une très forte artillerie qu'ils mettent sur les hauteurs derrière Savenay, qui pourrait pilonner les troupes qui voudraient avancer. Rien que pour la marine flak, donc pour ceux qui tirent sur les avions, donc qui sont chargés de la défense aérienne autour de Saint-Nazaire, il y a 4000 soldats allemands. J'étais au milieu pour mesurer. On était 3 pour diriger ça. On a descendu pas mal d'avions, quand même, des forteresses. Hein. À tel point que cette ville était surnommée par les pilotes américains Flag City. Aus Saint-Nazaire, bei den Grenadieren ist die Freude groß, nicht minder aber über die Post aus der Heimat. Les Allemands, ils étaient assez mélangés, hein. C'était tout l'ancien empire germanique. Il y a effectivement 21 pays différents ici dans l'armée allemande, donc il y a aussi des Polonais, des Tchèques, des Hongrois, etc. Et il y a aussi des troupes supplétives que les Allemands appellent Ostruppen, donc les troupes de l'Est, et que les civils qui vont avoir à subir leur présence appellent des Russes blancs, alors qu'ils ne sont pour la plupart ni Russes ni blancs. Pendant la poche, il y avait des batteries d'artillerie, qu'on appelait la batterie des Russes. Donc elles étaient commandées par un officier russe, que je revois encore passer à cheval, se promenant dans la nature. C'était une position tenue uniquement par des soldats russes. On appelait ça les canons des Russes. Alors il y a des Tatars, il y a des Mongols, il y a des Ouzbeks, et puis il y a aussi des Ukrainiens et des Géorgiens. Et on leur faisait une concession, vous ne vous battrez pas contre des Russes. Donc les Ostruppen, on les a envoyés vers l'ouest, sur le front de l'ouest. Donc il y a un mix de 28 000 hommes qui seront tous répertoriés, donc ça sera écrit sur leur solbourg, sur leur livret militaire, et donc sur leur livret militaire, on s'est écrit « Personnel liste Saint-Nazaire », ça veut bien dire qu'effectivement ces soldats sont incorporés dans les 28 000 hommes de la poche. Ben, t'avais des bons gars. T'avais les vieux territoriaux, quoi, des vieux de 45, 50 ans. La guerre pour eux, c'est de... Il n'y avait pas à Hitler. Je n'avais jamais vu un seul faire à Hitler. Est-ce que les quelques nazis qui sont venus, quelques SS, eux, c'était claquer des talons et puis toujours le bras en l'air. Certains de ces Allemands ne sont pas des nazis. Ils font leur travail de soldats et ils ont compris que la guerre était perdue pour eux. Ça faisait déjà 1 an auparavant, on s'est dit la guerre est perdue. Et quand c'était fini en Russie, on savait déjà que c'était perdu.
C'était un Allemand, mais alors il avait fait Stalingrad, il avait fait la bataille de Stalingrad. Et là, il en avait assez de la guerre. Il disait, guerre fertig, ich bin Französisch, Englisch, ganz egal, für mich ganz egal, Krieg fertig, ich bin traurig, heureux, quoi. Et si la guerre était finie, il aurait été content parce qu'il en avait trop vu. Il savait que c'était perdu. On ne suffisait pas pour leur dire Deutschland kaputt. Il y a Deutschland kaputt. C'était sûr. Ah ben, ils voyaient bien comme ils étaient pas idiots. Hein. Les premiers qui viennent se porter au contact des Allemands, ce sont les FFI qui viennent de Loire-Inférieure. Alors, il y a 6 bataillons qui vont être formés, à peu près entre 250 et 300, 400 hommes, qui sont issus de Nantes, un petit peu de Saint-Nazaire, mais qui sont des gens qui ont été évacués, hein, qui sont en dehors de la poche, qui vont être renforcés sans arrêt par des unités qui viennent au fur et à mesure de la libération du territoire. On savait qu'il y avait un De Gaulle qui existait, qui nous appelait, qu'il fallait aller, mais où? Comment? Il y avait un peu de tout, ça arrivait de partout, hein, de la Corrèze, ça arrivait de partout. Hein, même il y en avait qui étaient dans les maquis. Et on a retrouvé des gars du maquis, oh ben, il y avait tout un rassemblement là. Ah ben là on s'est trouvé heureux. Et de là, à pied, à Nantes, caserne Cambronne. Et là, l'aventure a commencé. J'ai trouvé des gars qui étaient comme ça, des anciens artisans, des commerçants, mais qui étaient bien. Parfois, ils sont formés par des parachutistes de la France libre qui ont été parachutés, ou des SAS, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Et parfois, ils ont une instruction militaire assez réduite, et leurs équipements eux-mêmes sont de la récupération des pantalons civils qui vont teindre, ou des capotes allemandes. On a reçu des manteaux de la Kriegsmarine, la Kriegsmarine. Mais ils étaient chauds, c'est déjà quelque chose, hein. C'était bien pour l'hiver. Et au fur et à mesure de la libération des territoires, vont arriver comme ça énormément de troupes. Et à partir de octobre-novembre 1944, la brigade Charles Martel avec là des troupes régulières commandées par le colonel Chomel. Chomel va être passé général et à partir de ces troupes hétéroclites, il va former la 25e division d'infanterie, tout à fait organisée face à la poche de Saint-Nazaire. Les forces françaises de l'Ouest contiennent les derniers Allemands accrochés à nos côtes. Ils ont pu improviser une batterie avec 4 canons hétéroclites ramassés un peu partout. Artillerie de fortune qui sait tenir l'ennemi en respect. Et munis des seules armes qu'ils ont conquises à l'ennemi, ils tiennent magnifiquement leur place dans cette région de la guerre qui regarde vers l'ouest. C'est le général Dellarminat qui commandait les forces françaises de l'ouest, donc toutes ces forces en poste sur les poches. La mission des forces françaises de l'ouest est d'investir l'ennemi dans ses positions fortifiées, de l'empêcher de faire des irruptions sur le territoire national et d'amoindrir ses moyens par des actions de harcèlement. Les soldats, d'ailleurs, avaient traduit ça par force française oubliée. Parce que c'est vrai qu'on ne parlait pas beaucoup des poches. On parlait surtout de la 2e DB, qui faisait la grande chevauchée avec les chars équipés à l'américaine. Ici, c'était un petit peu un front oublié. Non, les Américains ne sont pas tellement occupés de nous. Ils venaient en ligne, ils dirigeaient les tirs quand ils faisaient des machins. C'est là que j'ai vu qu'ils avaient des talkie-walkie, c'était énorme. Il était presque à 2 mains, c'était plus comme maintenant. Et, tac, ils mettaient les tirs, il fallait tirer là, tirer là. Nous, on les regardait comme des martiens, les Américains. Ah ben, équipés comme ils étaient, ils avaient 20 ans, 30 ans d'avance sur nous, à tout point de vue. Il y a 3 divisions successives au niveau américain qui se sont succédées face à la poche. La première, c'est la 83e, qui a été très éprouvée par les combats de Saint-Malo. Cette première division américaine est remplacée vers le 15 septembre par la 94e division d'infanterie, qui se partage ses troupes en fait entre la poche de Lorient et celle de Saint-Nazaire. Et cette division, qui est un peu fatiguée d'être sur un combat statique, va être envoyée début 45 sur la bataille des Ardennes. Et ils sont remplacés ici par une unité qui porte une tête de panthère, la 66e division d'infanterie, dit Black Panther, et ils devaient repartir début mai, mais voyant que c'était la fin, le général américain tenait absolument à rentrer dans la poche et à assister à la reddition, à la capitulation des Allemands. Il y a une chanson, attendez, les Américains, on les a... Oh, je sais plus. Lève-toi les enquiquines,
On les a dans les narines, l'Amérique et l'Angleterre, on les a au derrière. On a du mal à imaginer ce que pouvait être la triste vie des empochés, qui à la fois subissaient l'occupation allemande, l'état de siège et les réquisitions qui étaient montées en flèche, et à la fois un blocus des Alliés. Plus d'électricité, plus rien pour s'éclairer. Les bougies ont duré un certain temps, mais elles ont été vite brûlées. Donc il n'y avait plus rien. Et on était en période d'hiver. Donc il fallait absolument s'éclairer dans les maisons, mais aussi dans les étables, dans les écuries, pour pouvoir soigner les animaux. Puis on n'a même plus d'allumettes. Et puis avec des chandelles, des lampes à pétrole, mais il n'y a plus de pétrole. Avec des culs de betterave dans lesquels on met du suif. Avec des petites plaques de plexiglas qu'on a récupérées sur les cockpits des avions abattus. Il n'y a plus d'une goutte d'essence, donc on se déplace à pied. En vélo, si les Allemands ne vous l'ont pas volé, ou alors au pas des attelages de chevaux ou de bœufs. Il avait neigé aussi beaucoup cet hiver-là. Oui. Il y avait de la gelée, de la glace et tout ça, quoi. La neige, ça durait 3 fois dans l'hiver, 15 jours, 2 fois comme ça. C'était difficile. Du bois, il n'y en avait pas beaucoup. Du charbon, il n'y en avait pas. Alors on était couverts. Et puis, quand on se levait le matin, le givre était sur les carreaux. C'était tout. On se demande comment on a fait. Hein. Il y avait donc des gens qui passaient leur temps en fait à essayer de trouver du ravitaillement, de faire du troc, des échanges avec les paysans, du marché noir, qui essayaient de récupérer comme ils pouvaient, mais c'était extrêmement compliqué, c'était vraiment la pénurie. Je me souviens très bien, il y a des gens qui sont venus chercher du blé avec des charrettes à bras, venant de Saint-Nazaire, chercher du ravitaillement dans les fermes, presque sur la ligne de front. Tous les 15 jours, j'allais vers la Camouelle, la Roche-Ferrel, ça, essayer de chercher du beurre dans les fermes. On avait repris les méthodes de nos ancêtres. Le beurre à l'écrémeuse, la baratte. Il y avait encore un peu de ravitaillement par la production qui était faite dans le pays, quoi, un peu les pommes de terre, certains légumes quand même, mais la viande, on n'en avait pratiquement pas beaucoup. Quand on pouvait élever des lapins et des poules, puis un petit peu de morceaux de lard de temps en temps, c'est tout. Il y en a qui étaient habitués à élever des cochons et puis qui en revendaient, mais c'était au marché noir aussi. Et au début, il y avait du poisson aussi parce que le gasoil ou le mazout était distribué par l'armée allemande. Ils laissaient la pêche se faire parce qu'ils prenaient leur quota de poissons à l'arrivée. On a mangé beaucoup d'anguilles fumées parce qu'on avait des relations avec des pêcheurs et on avait des anguilles, on les a fumées chez nous dans la batterie. Et le reste, c'était pour la population. Une fois, on a fait une patrouille pour avoir de la viande. Comme on ne mangeait pas, il y avait un homme Guchet qui était un paysan du coin. Et lui, il connaissait les bêtes. Il dit, on va aller en chercher dans le marais. On a ramené 400 jeunes, pas des veaux, un peu ça entre les deux, quoi, ni veaux ni vaches. Et réussi à les ramener, tuer aussitôt, dépouiller aussitôt. Il y avait des bouchers, il y avait tout ça. On a mangé tout de suite. Les Allemands faisaient autant. Il n'y a plus de bêtes sur les prés. Les Allemands sont surpris parfois à manger des choux ou des betteraves à vache dans les champs. On en voit certains qui chassent le corbeau avec leur fusil. Certains font des essais de braconnage, mais les officiers leur interdisent de chasser avec leur fusil. J'ai même trouvé drôle qu'ils ne prenaient pas. Ils prenaient forcément en campagne, mais ils auraient pu prendre plus. Parce qu'ils auraient pu se nourrir mieux. Mais non, c'était comme ça. Il y avait de la discipline chez eux.
Donc la misère gagne dans beaucoup de secteurs, et en particulier dans le nord de la Poche, toute cette zone de la presqu'île de Guérande, de Grande-Brière, et même la partie centrale de la Poche Nord, où il y a une densité très importante de réfugiés des bombardements de Saint-Nazaire. Puis nous, on avait des cartes de pain, mais pendant la poche, ça se faisait rare, quoi. Vous n'avez pas nos tickets n'étaient pas toujours honorés. Ben, pas tous les jours, donc 40 jours sans pain. Quand la situation deviendra trop grave sur le plan alimentaire, il y aura un accord encore entre les forces d'encerclement et les Allemands pour organiser des trains de ravitaillement, qu'on a appelé aussi des trains de pitié, dans lesquels on a envoyé dans la poche de la viande, de la farine, du sucre, du café, bien sûr pas de tabac ni de vin, mais des allumettes, du savon. Dans le troisième train, on ajoutera quelques centaines de kilos de café. Dans le dernier, on ajoutera des sacs de patates et des boîtes de cornets de bif. Et puis, il y aura aussi des trains d'évacuation. Parce que, précisément, la dégradation des conditions sanitaires au nord et la densité de présence des réfugiés nazériens va dégrader les conditions sanitaires, et les Allemands vont accepter, pour cette raison-là, d'organiser des trains d'évacuation. An armistice is in the making at Saint-Nazaire as members of the German garrison meet Americans to discuss terms of a 3-hour truce under which French civilians may be evacuated from the besieged port. Flying the international flag of mercy, the train prepares for the happy refugees who have endured months of unremitting siege with unwelcome Nazi troops. Le train arrivait à la gare de Cordemais, c'est là qu'il y avait des trêves. Des cheminots remettaient les rails qui étaient enlevés d'un côté et de l'autre, on les remettait juste pour la trêve, on changeait les conducteurs, et après Cordemais, les gens passaient en France libre. Alors d'un bout du quai, il y avait donc les Boches, et de l'autre côté les Français. Oh là là, il y a eu une Marseillaise à bord du wagon, incroyable. Ouais. Les conditions de l'évacuation sont très dures et très humiliantes pour les évacués. Les familles ont droit à 2000 francs par personne, le bagage individuel, un vélo par famille. Ben, j'avais mon baluchon, n'est-ce pas? Et on avait fait des plots de laine. À ce moment-là, on avait des grosses chaussettes de laine qu'on avait, tout ça. Et puis des pelotons de laine pour raccommoder les chaussettes. C'était indispensable. Mais les pelotons, ils étaient faits sur des billets de banque pour les camoufler. Et ils sont fouillés au départ par les Allemands, puis après par les Américains, par les Français. Le deuxième bureau est là, se méfie de tout le monde, soupçonne la présence de collabos, etc. Je me suis fait arrêter comme suspecte par mon nom, parce que c'était Plaisance, c'était Marie Plaisance à l'époque, et je me suis fait arrêter comme suspecte. Mais j'avais mon oncle qui était là, heureusement, parce que je n'étais pas très fière. Et il connaissait un capitaine, c'était le maire de Saint-Gildas d'ailleurs, qui était capitaine FFI, et qui a dit, Ça ne va pas encourager beaucoup de gens à suivre cet exemple. Il y aura 17 trains. Et les Allemands souhaitaient évacuer 50 000 bouches inutiles. Eh bien, ils auront grande peine à en faire partir 13 000. Le souci avec les évacuations de la poche, c'est que ceux qui n'étaient pas évacués voyaient que ceux qui étaient partis avaient laissé leur maison pillée. Et du coup, ils se disaient, bon, on a tellement souffert déjà, on va attendre un peu plus. On pouvait partir, mais on se voyait pas en danger imminent quand même, parce que on savait pas, on vivait sur l'insouciance, et puis se dire, arrivera ce qui arrivera, si on doit être tué, on sera tués toutes les trois. On pouvait pas emmener ma grand-mère en évacuation, il fallait fermer le café, il fallait tout laisser. On y va, advienne que pourra, on est restés toutes les trois. Et ça peut paraître assez fou, mais il y avait certains commentaires ou certains soldats français à l'extérieur ou des gars qui étaient un peu remontés, qui disaient « Ouais, de toute façon, c'est des collabos, qu'il est
prenaient collectivement un peu pour des collabos alors qu'ils étaient dans la poche, ce qui était totalement irréel. Ils n'étaient en rien des collabos, ils étaient juste des pauvres Français qui essayaient de survivre à des mois d'occupation supplémentaires. Ils ont vécu quelque chose qui était extrêmement difficile, mais ils l'ont vécu à un moment où la France libérée tournait la page. Donc ils faisaient partie de ce qui s'était passé avant et dont on ne voulait plus entendre parler.